Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker si vous aimez les récits de vie puissants qui font réfléchir. Aujourd'hui, découvrez le destin inattendu d'un homme que tout le monde croyait intouchable, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Il s'appelait Marc Cassis. Né dans les rues poussiéreuses de Trècheville, élevé par une mère couturière et un père chauffeur de taxi, Marc n'avait rien d'un enfant destiné à briller, sauf peut-être son regard. Un regard profond, déterminé. Comme s'il savait qu'un jour, il allait changer sa destinée. Dans la classe de CE2, un enseignant aux cheveux grisonnants tape sur le tableau. Monsieur Quadio, le maître, sévère mais juste. Qui peut résoudre cette équation? Ce n'est pas pour des enfants, c'est du niveau collège. Silence dans la classe. Puis, une petite main se lève. Marc. Il se lève lentement, prend la craie, s'approche. En 20 secondes, il résout l'équation sous les yeux ébahis de toute la classe. Monsieur Quadio, abasourdi. Ce garçon, c'est un génie. Il ira loin. Ce jour-là, un murmure commence à naître dans le quartier. Le petit de Madame Cassis est spécial. Mais à la maison, tout n'est pas aussi magique. Marc dort dans un lit à trois avec ses deux frères. Il n'a pas toujours à manger. Parfois, il étudie à la lumière d'une bougie. Mais il ne se plaint jamais. Au collège, Marc impressionne ses professeurs. Il est premier de classe, mais discret. Sauf qu'il attire la jalousie, notamment celle de Kevin, un fils de fonctionnaire qui ne supporte pas d'être battu par un pauvre. Kevin, dans les couloirs, moqueur. Tu peux être intelligent, mais tu resteras toujours un gueux, Cassis. Marc serre les poings, mais ne répond pas. Il apprend à transformer la colère en énergie. C'est aussi au collège qu'il rencontre Rachid, un ami fidèle, un frère d'âme. Marc, toi et moi, un jour, on aura nos bureaux climatisés. Toi PDG, moi DG. Il rigole, sans savoir qu'un jour, cette blague deviendra presque réalité. À ses 15 ans, Marc découvre un secret qui le bouleverse. Une nuit, en fouillant dans de vieux papiers pour une rédaction, il tombe sur une lettre. C'est une lettre d'un homme, son vrai père. Un homme qu'il n'a jamais connu. Un homme riche, influent, qui a abandonné sa mère dès qu'il a su qu'elle était enceinte. Marc confronte sa mère, Madame Cassis, en larmes. Marc, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Madame Cassis, en pleurant. Parce que tu n'avais pas besoin d'un nom pour devenir un homme. Je ne voulais pas que tu te construises dans la rancune. Ce jour-là, Marc jure qu'il deviendra quelqu'un par ses propres forces. Pas pour son père. Mais pour sa mère, son quartier, et pour montrer qu'on peut être grand, même en partant de rien. À 18 ans, il est admis à l'université de Cocody. Bourse d'excellence. Il est devenu un modèle. Le gamin des ruelles devient une légende locale. Il croise des jeunes de tous horizons, découvre la compétition, mais aussi l'amour furtif d'une étudiante brillante, Daniela, qu'il perdra de vue après la fac. Mais ce qu'il ne dit à personne, c'est qu'il travaille comme agent de sécurité la nuit pour payer son logement. Pendant que les autres dorment, il veille. Pendant que les autres sortent, il lit. Pendant que d'autres abandonnent, lui avance. À 25 ans, costume sobre, dossier à la main, Marc entre pour un entretien dans une grande entreprise tech. Directeur RH. Vous avez des références impressionnantes. Mais pourquoi vous? Marc, regard droit, voix posée. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé pour ce moment. Et je n'ai pas peur de recommencer à zéro tous les jours s'il le faut. Il est engagé le jour même. Marc était devenu l'exemple à suivre. L'enfant du ghetto devenu professionnel respecté. Le garçon qu'on montrait à la télé. Le fils dont les mères rêvaient. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière le costume, restait ce petit garçon qui dormait au sol, rêvant de faire pleurer sa mère de fierté. Après tant d'années de solitude, de travail acharné et de nuits sans sommeil, Marc avait enfin atteint un sommet. À 26 ans, il vivait dans un joli appartement à Cocody-en-Grès, avait une voiture décente, un salaire qui lui permettait de soutenir sa mère et un cœur libre. Mais tout allait changer un jeudi soir, dans un hôtel chic d'Abidjan, lors d'une conférence sur la transformation digitale. Ce soir-là, Marc ne savait pas encore qu'il allait croiser la femme qui allait redéfinir son destin.
Dans la grande salle éclairée par des lustres en cristal, des dizaines de professionnels discutent en petits groupes. Marc, sobrement vêtu d'un costume gris, discute avec son ami fidèle, Rachid, devenu analyste financier. Rachid, tapant sur l'épaule de Marc. Tu vois la fille là-bas? Robe verte émeraude, c'est Sophie. Consultante en stratégie. Et célibataire. Marc jette un regard discret. Elle est belle. Élégante. Mais surtout, confiante. Quelques minutes plus tard, il la croise au buffet. Marc. Je crois qu'on a le même goût pour les brochettes et les opportunités. Sophie, souriante, malicieuse. J'espère que vous savez aussi bien gérer les deux. Un rire, un échange. Puis un autre. Et le soir même, ils prennent un verre ensemble. Ce fut fluide, évident. En quelques mois, Marc et Sophie deviennent inséparables. Ils voyagent, découvrent Grand Bassam, Daloa, Yamoussoukro. Ils parlent d'avenir, de projets, d'enfants même. Sophie, en lui tenant la main sur la plage. Je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Avec toi, j'ai l'impression d'exister vraiment. Marc, lui, est émerveillé. Enfin, une femme qui comprend ses silences, qui l'inspire, qui le pousse à rêver encore plus grand. Mais dans l'ombre, certains proches ne voient pas ça d'un bon œil. Lors d'un dîner chez la famille de Sophie à la Riviera, le ton change. Monsieur Adou, père de Sophie, en versant du vin. Et vous, Marc, vos parents sont dans quoi déjà? Marc, hésitant. Mon père est absent. Ma mère est couturière. Un silence gênant s'installe. Clémence, la sœur aînée de Sophie, se penche vers elle discrètement. Tu es sûre de toi, Sophie? Ce gars vient d'un monde trop différent du nôtre. Mais Sophie le défend bec et ongles. Elle croit en lui. Quelques mois plus tard, malgré les doutes, ils se marient. Une cérémonie simple mais belle. Rachid, témoin. Madame Cassie, fière, en pagne traditionnelle. Tout le monde sourit, sauf Clémence, toujours méfiante. Les années passent. 2 enfants naissent, Mathis et Inéa. Marc grimpe les échelons dans son entreprise. Sophie, désormais directrice marketing d'une multinationale, gère tout avec brio. Sur les réseaux sociaux, ils deviennent le couple parfait. Mais à l'intérieur, des fissures se dessinent. Marc travaille trop. Il rentre tard. Sophie devient de plus en plus distante. Les disputes, d'abord rares, deviennent fréquentes. Et un soir, Marc découvre un SMS suspect sur le téléphone de Sophie, posé négligemment sur la table. Je pense à toi, comme toujours. Un G. Marc hésite. Interroge. Mais Sophie s'énerve. Sophie. Tu veux toujours contrôler. Tu ne me fais pas confiance. Marc enterre ses doutes. Il ne veut pas voir ce qu'il redoute. Un jour, alors que Marc est en déplacement professionnel à Boaké, Rachid l'appelle en urgence. Rachid, voix tendue. Frère, je voulais pas te mêler à ça. Mais il faut que tu saches. Ta femme, je l'ai vue sortir d'un hôtel avec un homme. C'est pas la première fois. Le sol se dérobe sous Marc. Il revient précipitamment. Affronte Sophie. Elle ne nie pas. Sophie, froide. Oui. C'est arrivé. Parce que tu n'étais plus là. Physiquement, oui, mais émotionnellement, tu étais ailleurs. C'est le choc. La cassure. Mais pour les enfants, ils font semblant. Un temps. Ils avaient tout. L'amour. La stabilité. Une belle maison. Mais derrière les rideaux tirés, la vérité attendait son heure. Marc croyait avoir tout construit. Mais la vérité, c'est que parfois, on aime des gens qui n'ont jamais appris à nous aimer en retour. Et parfois, derrière un bonheur affiché, se cache un orage prêt à éclater. Parfois, la vie ne prévient pas. Elle te laisse monter, haut, très haut, pour mieux te faire tomber. Et quand la chute commence, ce ne sont pas seulement les murs qui s'effondrent, ce sont aussi les cœurs, les liens, les certitudes. Marc allait l'apprendre. À ses dépens. Un matin ensoleillé, Marc embrasse rapidement Sophie et les enfants avant de partir. Il saute dans sa voiture, écoute son podcast habituel, sourit. Au travail, rien d'anormal,
jusqu'à 11h45. Un message interne circule. Réunion exceptionnelle, tous les cadres sont convoqués en salle 401. Marc entre dans la salle. Des visages tendus. Un silence pesant. Le PDG, Monsieur Conan, prend la parole. Monsieur Conan, d'un ton solennel. Suite à une restructuration imposée par nos partenaires internationaux, plusieurs postes de direction sont supprimés avec effet immédiat. Marc se crispe. Puis son nom est prononcé. Un frisson glacé lui traverse le dos. Monsieur Marc Cassis, merci de vous présenter au service RH. Il se lève. Les regards évitent le sien. Il sort. Décomposé. Dans un bureau austère, Madame Koulibaly, la DRH, le regarde avec gêne. Madame Koulibaly. Ce n'est pas personnel, Marc. Votre performance n'est pas en cause. Mais le poste est supprimé. Voici votre lettre de départ, vos indemnités seront versées sous 15 jours. Marc ne comprend pas. Comment? Pourquoi? Lui? Le meilleur élément de son équipe? Mais il ne proteste pas. Il sort, abasourdi. Le monde s'écroule. De retour à la maison, il retrouve Sophie dans le salon, téléphone à la main. Marc, calmement. J'ai été licenciée aujourd'hui. Elle fronce à peine les sourcils. Sophie, tu vas rebondir. Tu es Marc Cassis, non? Tu trouveras autre chose. Mais ce soir-là, elle dort sur le canapé. Et pendant la semaine, elle rentre tard. Très tard. Marc commence à fouiller, à questionner, et découvre qu'elle est toujours en contact avec G, l'homme du message. Son collègue. Peut-être plus. Rachid, en appel vidéo. Frère, elle t'a trahi. Et elle n'attendait qu'un faux pas de ta part pour t'éjecter. Tu penses que son amour était réel. Pendant qu'il tente de se reconstruire, Marc commence à faire les comptes. Et là, il découvre un autre secret. Sophie a contracté 2 crédits à son insu. Pour investir dans une boutique montée avec sa sœur Clémence. Mais la boutique a coulé. Et la dette est au nom de Marc. Marc, en colère, confrontant Sophie. Tu as mis mon nom pour ton projet sans me prévenir. Sophie, froide. Tu étais trop occupée à jouer au héros de famille. J'ai géré. Ça n'a pas marché, tant pis. Marc n'en revient pas. Le mensonge. La trahison. L'indifférence. Quelques jours plus tard, Marc accompagne Mathis à une fête scolaire. Là, il croise un ancien collègue, Alex, qui, gêné, l'aborde. Alex, basse voix. Tu sais pourquoi ils t'ont vraiment viré? Il y avait une plainte anonyme qui parlait de conflit d'intérêts. Quelqu'un a envoyé un dossier monté contre toi. Marc. Quoi? Alex. Je ne veux accuser personne, mais dans l'entreprise, tout le monde sait que ça venait de chez toi. Marc sent son souffle se couper. Et s'il avait été trahi par sa propre femme? Une nuit, alors qu'il rentre avec les enfants après une sortie au parc, il trouve la maison vide. Sophie est partie. Une lettre sur la table. Je t'ai aimé. Mais je ne peux pas continuer cette vie. Tu es devenu un poids. J'ai besoin de respirer. Les enfants sont mieux avec toi, pour l'instant. Marc tombe à genoux. Les enfants dorment à l'arrière de la voiture. Et lui, il s'effondre. Il avait tout donné. Tout bâti. Tout protégé. Et en un claquement de doigts, il avait tout perdu. Pas à cause du destin. Mais à cause de ceux en qui il croyait le plus. Marc est seul. Avec 2 enfants. Et un cœur vidé. Mais il ne le sait pas encore. La vraie force ne n'est pas dans les victoires, mais dans la douleur de la chute. Le pire, ce n'est pas de perdre son travail. Le pire, ce n'est pas d'avoir des dettes, ni de dormir l'estomac vide. Le pire, c'est de rentrer dans une maison qui ne respire plus ton nom. Le pire, c'est d'avoir aimé quelqu'un de toutes ses forces, et de réaliser qu'il ne t'aimait qu'à moitié. Marc allait découvrir ce que signifie l'abandon. Le vrai. Le profond. L'injuste. Les enfants dorment paisiblement dans leur chambre. Marc, lui, est seul dans le salon. La télévision est éteinte. Le silence est lourd. Il ouvre la lettre laissée par Sophie.
Il la relit encore, encore, et encore. Il ne pleure même pas. Il est éteint. Marc, voix intérieure. Comment a-t-elle pu me laisser? Comment une mère peut-elle partir, sans même embrasser ses enfants? Il entend Inéa pleurer dans sa chambre. Il se lève. Va la bordeur. Elle murmure en demi-sommeil. Inéa. Papa, maman revient quand? Marc reste figé. Il ment. Pour ne pas briser ce qui reste de leur innocence. Le lendemain, Marc appelle Clémence, la sœur de Sophie. Marc. Tu sais où elle est? Elle ne répond pas à mes messages. Clémence, froide. Elle a juste repris sa vie en main. Tu ne pensais tout de même pas qu'elle allait s'enchaîner à toi pendant que tu t'enfonçais? Marc. Mais ce sont ses enfants aussi. Clémence. Ils ont un père. Sois un homme, Marc. Il raccroche. Poing serré. Il comprend que ce n'est pas une erreur. C'est une décision planifiée. Marc commence à chercher du travail. Il envoie des CV. Frappe aux portes. Mais, les appels ne viennent pas. Il contacte des anciens collègues. Marc, appelant son ancien chef, Monsieur Yao. Je cherche un poste, peu importe le niveau. Vous avez quelque chose pour moi? Monsieur Yao. Écoute Marc, ton nom a circulé. On dit que tu as été renvoyé pour des raisons éthiques. Je suis désolé, mais je ne peux pas te prendre. Marc comprend alors. Quelqu'un a sali sa réputation. Délibérément. Et il sait exactement qui, Sophie. Ou l'un de ses proches. Marc fait de son mieux. Il cuisine, lave, dépose les enfants à l'école. Mais les enfants sentent. Un soir, Mathis, son fils de 6 ans, le regarde, sérieux. Mathis. Papa, tu es triste? Est-ce que maman t'a fait du mal? Marc tente de sourire. Marc. Maman a besoin de temps. Mais toi et Inéa, vous êtes ma force. Et à cet instant, il comprend que sa seule mission désormais, c'est de ne pas tomber devant eux. Un samedi, il va au supermarché avec ses enfants. Il tombe sur un ancien camarade de fac, Kevin, celui qui le méprisait autrefois. Kevin, sarcastique. Tiens, le célèbre Marc Cassis. On dit que tu es devenu homme au foyer. Marc garde le silence. Mais les enfants entendent. Kevin, s'adressant à Mathis. Alors, petit, ton papa fait quoi maintenant? Il lave les assiettes. Marc serre les dents. Il s'éloigne. Mais ce soir-là, il pleure. Pas pour lui. Mais pour ce que ses enfants devront affronter, à cause des choix des adultes. Un soir, Rachid débarque sans prévenir. Rachid, en voyant la cuisine mal rangée. Wow, tu vis comme un vieux? Va prendre ta douche, je fais à manger. Pendant qu'il mange, Marc craque. Marc. Je n'ai plus rien, Rachid. Même ma dignité, je ne la reconnais plus. Rachid. Tu as Mathis. Tu as Inéa. Tu as encore ton nom. Et moi, je suis là. Ce monde peut tout prendre, sauf ta capacité à te relever. Marc a touché le fond. Mais parfois, c'est en bas qu'on apprend à s'ancrer. À se reconstruire. À se rappeler que l'amour, le vrai, n'abandonne jamais. Marc est brisé, mais pas vaincu. Ses enfants sont devenus sa lumière. Et dans ce désert de rejet et de douleur, il commence à entrevoir un nouveau chemin, un autre type de réussite. Quand on a tout perdu, on a 2 choix, s'enterrer vivant ou renaître. Marc avait connu le sommet, puis la chute. Il avait été un fils exemplaire, un professionnel admiré, un mari amoureux. Mais le destin avait tout balayé. Tout, sauf 2 petites âmes qui, chaque matin, lui donnaient une raison de se lever, Mathis et Inéa. Et c'est pour eux qu'il a décidé de se relever. Un matin, en déposant Inéa à l'école, il remarque une affiche. Recherche assistant de bibliothèque, temps partiel. Marc entre. Rencontre Madame Diomandé, une femme d'une 60aine d'années, calme et perspicace. Madame Diomandé. Vous êtes surqualifié pour ce poste, Monsieur Cassis. Pourquoi postuler? Marc, honnête. Parce que mes enfants ont besoin de manger.
et que j'ai besoin de recommencer quelque part. Elle le regarde. Et sourit. Madame Diomandé. Alors recommençons ensemble. Il est engagé. Marc jongle entre l'école des enfants, la bibliothèque et des petits boulots le week-end, livraison, montage de meubles, rédaction freelance. C'est dur. Fatigant. Mais il revit. À la bibliothèque, il découvre des jeunes en galère, des mères sans emploi, des élèves désorientés. Il commence à les aider gratuitement à rédiger leur CV, à trouver des stages, à comprendre leurs cours. Parmi eux, Nathalie, une mère célibataire dépassée par les démarches administratives. Ismaël, un jeune de 17 ans tenté par la rue. Clarisse, une étudiante brillante mais sans réseau. Ils deviennent peu à peu sa nouvelle famille élargie. Un jour, Clarisse lui dit. Clarisse. Monsieur Marc, vous devriez ouvrir un centre d'aide. Vous changez des vies ici, vous savez. Il rit. Puis réfléchit. Et note l'idée dans un carnet. Un centre d'insertion. Pour les oubliés. Les invisibles. Ce soir-là, il en parle à Rachid, son ami fidèle. Rachid. Fais-le. Et je t'aiderai à lancer une cagnotte en ligne. Tu ne vois pas que Dieu te repositionne ailleurs. Il lance une page sur les réseaux sociaux, se relever ensemble le projet Cassie. Il partage son histoire. Et contre toute attente, les gens réagissent. Les dons arrivent. Les messages de soutien pleuvent. Des anciens collègues le recontactent. Même des inconnus. Et parmi les commentaires, un choc. Je suis désolé. Je n'ai pas été à la hauteur. Sophie. Marc reste figé. Mais ne répond pas. Parce qu'il a tourné la page. Un an plus tard, dans un petit local prêté par la mairie, Marc inaugure le centre Cassie. Autour de lui. Madame Diomandé, toujours à ses côtés. Rachid, devenu partenaire officiel. Clarisse, maintenant mentor. Ismaël, embauché comme assistant. Nathalie, embauchée à l'accueil. Et ses enfants. Mathis et Inéa, en t-shirt avec écrit « C'est notre papa, notre héros ». Marc prend la parole, ému. Marc, voix tremblante. J'ai connu le sommet. Et j'ai connu le vide. Mais ce vide, je l'ai rempli avec l'amour. L'amour de mes enfants. L'amour des gens oubliés. Et aujourd'hui, je sais qu'on peut tout perdre. Mais tant qu'on aime, on n'est jamais fini. C'est ça, l'histoire de Marc. L'histoire d'un homme qui a perdu ce qu'il croyait essentiel, pour découvrir ce qui comptait vraiment. Et vous? Que feriez-vous si vous perdiez tout? Qu'est-ce qui vous tiendrait debout, quand tout le monde vous lâche? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, partagez-la, commentez. Car peut-être qu'un autre Marc a besoin de l'entendre, pour recommencer à croire.